Ces bobines ont disparu pendant des années. Personne ne pensait que le second Hitler avait une passion secrète. Les films de sa collection privée le montrent dans son rôle favori. Au sommet de sa puissance, au milieu de la foule en liesse. Hermann Göring est reçu en Autriche, en mai 1938. Il a longtemps été le confident le plus proche d'Hitler. En tant que commandant en chef de la Luftwaffe, Göring a créé une arme puissante. Hitler et Göring, deux carrières étroitement liées. Quels sont les points communs entre leurs deux parcours? Que révèlent ces films sur le personnage le plus exubérant du national-socialisme? Schorfheide est une commune idyllique entourée de lacs et de forêts, au nord de Berlin, c'est là que se trouvait l'imposante demeure de Göring. Carinal. La demeure d'un homme qui disait de lui-même « Je suis un homme de la Renaissance, j'aime la splendeur ». Il veut être le visage jovial de la dictature. Mais Hermann Göring, maréchal du Troisième Reich, était impliqué dans tout ce dont le régime s'était rendu responsable. Élimination des opposants politiques, crimes par millions, guerre mondiale meurtrière. Carinal, du nom de sa première épouse, est le symbole d'une brillante carrière. Ce modeste pavillon de chasse est devenu un grand domaine, un manoir que le fier seigneur a filmé avec sa propre caméra. Pendant la guerre, alors que les défaites s'accumulent et que les villes allemandes tombent sous une pluie de bombes, c'est là qu'il se retire de plus en plus souvent dans un monde privé, loin de la réalité. Il regarde ce genre de film dans son home cinéma. Ces images le distraient des populations qui souffrent des bombardements, des pertes immenses de la Luftwaffe, des millions de victimes, de toutes ces promesses non tenues. Au moins, nous avons bien vécu pendant 12 ans, dira-t-il plus tard. Après la mort d'Hitler en 1945, Göring, prisonnier de guerre, est le plus haut gradé des nazis encore en vie. Il est emmené dans un camp pour criminels de guerre allemands, en attendant d'être jugé devant un tribunal allié. Même lors des procès de Nuremberg, il ne reconnaîtra jamais sa responsabilité. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je plaide non coupable. Finalement, il se condamne de lui-même au poison. Ce fut la dernière étape inattendue d'une incroyable carrière. Hermann Wilhelm Göring, fils d'un ancien fonctionnaire colonial, grandit dans le château d'un vieux chevalier de Franconie, au sud de l'Allemagne. Il appartient à son parrain juif, avec lequel sa mère a une liaison. Göring est considéré comme un enfant difficile, et sa mère prophétise qu'il deviendra soit un homme influent, soit un grand criminel. Pour comprendre mon frère, dit sa sœur Paula, il faut se rendre au château de Weldenstein, où il a passé une jeunesse romantique à lire des romans et à jouer au chevalier, jour après jour. Dès son enfance,
Göring se passionne pour tous les sujets militaires. S'il y a une guerre, dit-il, je ne manquerai pas de faire honneur au nom de Göring. Pendant la Première Guerre mondiale, le jeune soldat combat pour la première fois en Alsace. Il est blessé et élabore de nouveaux projets dans un hôpital militaire. Le sous-lieutenant Göring Wieso. Il veut devenir pilote militaire et héros de guerre. On lui attribue l'abattage de 22 avions. Le Kaiser en personne lui décerne la plus haute distinction prussienne, pour le mérite. En tant que dernier commandant du célèbre escadron de chasse Richthofen, il est connu dans tout le pays. Mais lorsque la défaite met fin à cette incroyable carrière, son monde s'écroule. Après la guerre, l'aviation allemande est démantelée. Mais Göring veut continuer à voler et part en Suède pour devenir pilote de ligne. Un jour, l'explorateur Erich von Rosen emmène Göring dans son château à Rockelstadt. Cette visite change sa vie. Il rencontre Karine, qui sera sa première femme. Elle quitte son mari et ses enfants pour épouser un pilote de la Première Guerre mondiale, un scandale pour la société de l'époque. Après la mort de Karine, en 1931, Göring préserve sa mémoire. Il donne son nom à ses yachts, fait faire des peintures d'elle et même une salle à sa mémoire. Göring a un penchant pour la mythologie nordique. Il baptise sa demeure à Shorefide Karinal. Ce nom évoque le Valhalla, l'au-delà destiné aux guerriers qui sont morts en se battant vaillamment. Plus tard, Göring fera transférer la dépouille de sa femme, de la Suède à Karinal. Peu après leur mariage, en 1922, il s'installe à Munich, où le Parti national-socialiste des travailleurs allemands est en train de se faire un nom. Face à Hitler pour la première fois, Göring est complètement subjugué, comme il le dit lui-même. Hitler nomme Göring commandant des SA, les troupes du parti, et déclare « un héros de guerre avec une médaille pour le mérite, une excellente propagande ». Lors d'un putsch à Munich en novembre 1923, Hitler tente de prendre le pouvoir. Mais la police bavaroise ouvre le feu sur les partisans d'Hitler devant la Feldherrnhalle. Göring est gravement blessé, les médecins lui donnent de la morphine pour soulager la douleur. Ainsi commence une longue dépendance à la drogue. En 1924, Hermann et Karin Göring se rendent à Venise. Sur ordre d'Hitler, qui est en prison, Göring doit demander de l'argent à Mussolini, le dirigeant fasciste italien. Göring est alors recherché. Il a besoin de plusieurs doses de morphine par jour. C'est un homme sans avenir. Pendant toute une année, les Göring tentent de rencontrer Mussolini. Mais ce dernier n'a que faire du messager d'un leader dont le parti est au plus bas en Allemagne. La mission de Göring est un échec. Il retourne en Suède, dans la famille de Karine, un échec politique marqué par son addiction. Il touche le fond. Le médecin d'un hôpital psychiatrique le décrit comme suicidaire, dépressif, égocentrique et détestant les juifs. En Allemagne, Hitler, libéré de prison, cherche à accéder au pouvoir par d'autres moyens. Göring est déterminé à l'y aider. Il retourne en Allemagne en 1927, apparemment rétabli, déterminé à provoquer la chute de la République de Weimar aux côtés d'Hitler. L'atmosphère politique est tendue, la crise économique mondiale entraîne un chômage de masse et suscite des craintes pour l'avenir.
Les partisans d'Hitler et les communistes s'affrontent dans les rues. Hitler désigne Göring comme plénipotentiaire à Berlin, car ce héros de guerre hautement décoré a d'excellents contacts dans l'aristocratie et dans le monde de la haute finance. En 1932, les nazis deviennent le parti le plus puissant du Reichstag et Göring en est le président. Si Hitler parvient au pouvoir, c'est aussi grâce à son assistant, Göring. Devenu ministre de l'Intérieur pour la Prusse, Göring commence immédiatement à réprimer ses opposants politiques. Peu après, le Reichstag brûle. Les causes de l'incendie restent inconnues, mais les conséquences sont déterminantes. Les droits fondamentaux sont suspendus, la persécution devient légale. Les commerces juifs sont boycottés, la SA traque les communistes et les sociodémocrates, et des camps de concentration sauvages commencent à apparaître. Le 11 avril 1933, Göring devient Premier ministre de la Prusse. Élu à cette haute fonction par la majorité des représentants du peuple allemand, et en tant que candidat du plus puissant parti, je suis déterminé à exercer cette fonction pour le plus grand bénéfice du peuple allemand. Plus que tout, je suis déterminé à rendre à ce Parlement sa dignité d'antan, comme l'avait fait autrefois Bismarck, un grand chef d'État. Als der große Staatsmann Bismarck diese Volksvertretung geschaffen hat. Göring fonde la Gestapo, la police secrète, et joue un rôle clé dans la mise en place de la dictature. Il ne tolère aucune concurrence. La SA commence à revendiquer le pouvoir. Göring et le commandant SS Himmler manigancent contre la direction des troupes du parti. Ces photos ont été prises le 23 mai 1934 sur la lande de Goldsheim, près de Düsseldorf. Göring commémore Albert Leo Schlageter, un membre des troupes paramilitaires de la résistance allemande exécuté par les Français en 1923. Un mois plus tard, lors de la nuit des longs couteaux, 200 personnes sont assassinées, dont tous les membres éminents de la SA et leur chef, Ernst Röhm. Göring se retire dans sa maison à Obersalzberg, non loin d'Hitler. La brutalité de Göring suscite l'admiration du dictateur, qui le désigne comme son successeur s'il venait à mourir. Bonjour César, tu viens me rendre visite? Tu as pris ton repas? Tu as bien mangé? Allez, saute. Je n'ai pas de conscience, dit Göring, Adolf Hitler est ma conscience. L'assassinat de Röhm nuit plus que jamais à la réputation de Göring à l'étranger. Des caricatures le représentent vêtu d'un tablier de boucher ensanglanté, une hache à la main. Mais Göring veut se donner une autre image. Il veut s'engager dans la politique étrangère et sait que sa réputation rendra les choses difficiles. Il veut être populaire, adulé par les foules comme ici en Autriche, en mai 1938. Il laisse la Gestapo et la police aux mains de Himmler, de Heydrich et des SS. Göring, commandant en second d'Hitler, veut jouir du pouvoir et jouer un rôle de premier plan. Hitler met donc à sa disposition un fonds spécial, et lui fait cadeau d'une maison aux frais de l'État. Ce qui n'était d'abord qu'une modeste cabane en rondin à la suédoise, devient Carinal, la splendide demeure de Schorfheide. Ces photos proviennent également des possessions privées de Göring. Les diplomates et les chefs d'États étrangers défilent à Carinal. Göring souffre toujours gravement de sa toxicomanie. Son goût du déguisement et de l'autoglorification semble vraiment grotesque. Mais intérieurement, Göring reste fidèle à lui-même. Il est interdit aux ressortissants allemands, ou à leurs proches, d'épouser des juifs. L'antisémitisme devient loi.
Les lois de Nuremberg sont annoncées par Göring lors du congrès annuel du parti, en 1935. L'une des hautes fonctions accumulées par Göring revêt une importance particulière pour l'ancien pilote, celle de ministre de l'aviation du Reich, chargé de fonder une nouvelle armée de l'air. En 1935, lors du congrès du parti, Göring présente l'armement qui a été fabriqué secrètement au cours des dernières années. Le traité de Versailles est rompu ouvertement, sous les yeux du monde entier. À la fin de l'année, Göring dispose de 1800 avions. Cette nouvelle force aérienne jouera un rôle décisif dans la stratégie d'Hitler. Son baptême du feu aura lieu en 1936, durant la guerre civile espagnole. Göring, remettant des médailles à des soldats de la Légion Condor, un soldat filme la cérémonie. Sous les yeux choqués du monde, l'armée de l'air fait ses preuves, en bombardant la ville espagnole de Guernica. C'est Göring qui ouvre la voie depuis le nouveau ministère de l'Aviation, au centre de Berlin. Celui qui exerce ici son pouvoir joue également un rôle central dans l'économie. En 1936, Göring devient responsable du plan de 4 ans et, de ce fait, dictateur de l'économie et de l'armement. Hitler veut que l'économie soit prête pour la guerre d'ici 4 ans. C'est sa tâche la plus importante jusqu'alors. Cette nouvelle mission atteste de la confiance d'Hitler envers son second, car la guerre est sa priorité absolue. Importation, matières premières, monnaie. Göring contrôle presque tout et il a déjà un œil sur le prochain objectif. Hitler ordonne l'annexion de l'Autriche, et Göring saisit l'occasion, utilise la menace pour faire pression sur le gouvernement autrichien jusqu'à ce que le chancelier Schuschnigg se retire, libérant ainsi la voie pour Hitler. Le 4 avril 1938, Aurelius Mayer, chef forestier de Carinthie, filme l'arrivée d'Hitler à Klagenfurt. Des images privées montrent le retour d'Hitler, mis en scène comme une procession triomphale dans tout le pays. L'annexion de l'Autriche est l'apogée de cette alliance entre Hitler et Göring. Lorsque le dictateur exprime des doutes, Göring les dissipe et agit. Il se complète. En temps de crise, dit Hitler, Göring fait preuve de sang-froid. Le 15 mai 1938, Göring retrouve les décors de sa jeunesse. Nationaliste de la vieille école, il voit ses rêves d'une Allemagne grandie prendre vie avec l'annexion de l'Autriche. À l'abri des caméras, cependant, les Juifs et les opposants politiques sont humiliés dans la rue, voire arrêtés. Göring se rend dans la région de Salzbourg, à Mauterndorf, dans l'un des châteaux de son enfance, où il fête ses retrouvailles avec ses sœurs, Olga et Paula. Toutes deux sont mariées à des avocats autrichiens. Göring voit dans l'annexion de l'Autriche de grandes opportunités commerciales. La Reichswerk-Hermann Göring, l'un des plus grands complexes industriels d'Europe, ne demande qu'à s'étendre au sud-est. Et l'Autriche, porte d'entrée des Balkans, est désormais sous contrôle allemand. Göring est satisfait. Tandis qu'il se plonge dans ses souvenirs d'enfance, Hitler prépare la prochaine étape vers la guerre. Il prévoit d'écraser la Tchécoslovaquie et Göring doit organiser la mobilisation économique. Mais il veut éviter une grande guerre, car il n'est pas sûr de la remporter. Göring sait que les conditions économiques et militaires ne sont pas réunies, mais il n'ose pas le dire ouvertement.
Au contraire, devant les représentants de l'industrie aéronautique, il semble confiant. Il y aura beaucoup de dégâts, et nous devrons entrer dans une grande guerre, ce qui ne m'effraie pas. L'Allemagne sera alors la première puissance mondiale. Elle contrôlera les marchés mondiaux et sera un pays riche. Mais nous devrons prendre des risques, déclare Göring. Il évite les conflits ouverts, fait tout ce que veut Hitler et pratique, en coulisses, une diplomatie pacifique. Il reçoit à Quirinal des diplomates hongrois, polonais et britanniques. Avant tout, Göring souhaite améliorer ses relations avec Londres. Il voit l'Allemagne comme une grande puissance impériale, mais ne veut pas d'une guerre mondiale. En septembre 1938, lors de la conférence de Munich, Göring présente un traité destiné à maintenir pour un certain temps une paix fragile. Cela lui vaudra d'être sévèrement critiqué par Hitler. En octobre 1938, les troupes allemandes pénètrent la région des Sudètes, comme prévu dans les accords de Munich. Mais Hitler veut plus qu'une « guerre des fleurs », comme il l'appelle. Novembre 1938, baptême de la fille de Göring, Ida, à Quirinal. À ses côtés, sa nouvelle épouse, Emmy Sonnemann. Les relations entre Hitler et Göring sont troublées. Pour la première fois, le dictateur le qualifie de lâche. Mars 1939, tandis qu'Hitler marche sur la Tchécoslovaquie, Göring passe ses vacances en Italie. Il a tout à coup perdu en influence. Hitler prend d'autres conseillers, dont Joachim von Ribbentrop aux affaires étrangères. Göring sent que la guerre est inévitable, mais il n'ose pas contredire ouvertement. Chaque fois que je me tiens devant le Führer, dit-il, mon cœur se serre dans ma poitrine. Ces images tirées des archives privées de Göring ont été prises lors d'un show aérien sur l'île d'Utedo. Ernst Udet, responsable du renforcement de l'aviation, est complètement dépassé. Il se suicidera en novembre 1941. De nouveaux types d'avions sont construits. Göring assure à Hitler que la Luftwaffe est prête pour la guerre. Au contrôle de l'économie et de l'armement, Göring est le mieux placé pour savoir si le Reich est réellement capable de mener une grande guerre. Mais il fait fi des réalités et se laisse impressionner par les 4000 avions dernier cri, et par les nombreuses escadrilles de chasseurs dépoussiérés. En été 1939, ils sont 400 000 à travailler pour la Luftwaffe. Les 4 flottes aériennes semblent parfaitement équipées pour une grande guerre. L'épée émoussée a été aiguisée au cours des 4 dernières années, bien que les bombes et le carburant manquent par rapport aux forces aériennes des autres pays. Le commandant en chef Göring tente encore d'empêcher la guerre d'éclater. Le 6 juin 1939, à Berlin, la capitale est décorée pour accueillir la Légion Condor. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Göring implore presque Hitler, cessons de jouer au poker. Hitler répond, j'ai toujours joué au poker. En Espagne, 5000 soldats allemands ont aidé Franco à accéder au pouvoir, un vol d'essai, sans trop de pertes. Cette fois, la menace prend une dimension bien plus terrible. Göring s'entretient secrètement avec l'Angleterre. Il veut préserver la paix et continuer à vivre dans le luxe et la splendeur, comme un homme de la Renaissance. Il a beaucoup à perdre.
L'attaque contre la Pologne commence le 1er septembre 1939. La Luftwaffe de Göring prend le contrôle des cieux presque sans effort. Les Polonais n'ont aucune chance. Des bombardiers en piqué aux sirènes stridentes ouvrent la voie aux forces terrestres. Göring est loyal à Hitler, car il lui doit tout. Des films privés le montrent à l'ouverture du secours d'hiver, en octobre 1939. Ces tentatives timides d'influencer Hitler ne donnent rien. Göring reste docile. C'est lui qui donne l'ordre d'expulser tous les juifs polonais. L'occupant allemand a créé des ghettos, comme ici à Litzmannstadt, l'actuelle Lodz, où les juifs vivent dans des conditions sordides. Bientôt, les ghettos ne sont plus que des étapes précédant la déportation vers les camps d'extermination. Göring joue aussi un rôle dans cette guerre. En novembre 1938, alors que les synagogues brûlent, Göring décrète que la population juive d'Allemagne devra payer 1 milliard de Reichsmark en guise d'expiation, selon lui. Les Juifs seront dépossédés et contraints à l'exil. Cependant, Göring veille soigneusement à ce que son nom ne soit pas associé à ces crimes. Lors de la campagne de France, la Luftwaffe montre de nets signes de faiblesse. Le corps expéditionnaire britannique se replie à Dunkerque, sur la côte de la Manche. Göring promet que ses avions détruiront les troupes alliées, mais les choses se passent différemment. 338 000 soldats anglais, français et belges parviennent à s'enfuir. Si Göring avait pu tenir parole, l'Angleterre aurait eu peu de chances d'empêcher une invasion allemande. Deux semaines auparavant, Rotterdam avait été gravement touché par la Luftwaffe. Alors que des négociations avaient lieu pour la reddition des Pays-Bas, les avions de Göring avaient rasé la ville sans défense. Le commandement allemand avait été informé trop tard des négociations. La campagne sur le front de l'Ouest s'est achevée assez rapidement. Hitler remet au commandant suprême victorieux le bâton de maréchal. Seul Göring fait un peu mieux. Un titre est créé spécialement pour lui, maréchal du Reich. Il est le plus haut gradé de l'armée allemande et possède une résidence, Carinal, qui gagne peu à peu en splendeur. Un manoir rempli de trésors artistiques du monde entier. Göring collectionne les vieilles toiles de maître, les tapisseries, les sculptures, et rien ne l'arrête lorsqu'il convoite un objet. Il voit dans la défaite de la France, une parfaite occasion de piller. Paris regorge d'œuvres d'art et le commandant en second de l'État vient prendre tout ce qu'il désire. Le Louvre, lieu sacré pour tout amateur d'art, n'est pour Göring qu'un grand magasin en libre-service. Sur sa liste de courses, de grands noms comme Rubens, Velázquez, Cranach le jeune, Cranach l'ancien. Peu lui importe que de nombreux tableaux aient appartenu à des juifs, peu de temps auparavant. Göring le collectionneur, ne négocie pas. Dans la plupart des cas, c'est lui seul qui fixe les prix. Il charge ensuite ses achats dans un train spécial qui les achemine vers Carinal. Il y a presque une addiction dans cette collection qui remplit son musée Hermann Göring, comme un monument à sa propre gloire. Des experts ratissent les pays occupés à la recherche d'œuvres d'art, pour la collection de Göring. Tout propriétaire qui refuse de coopérer, risque sa vie.
Après la campagne du front de l'Ouest, la Luftwaffe compte des bases aux Pays-Bas, en Belgique et dans le nord de la France. Les îles britanniques sont à portée de main. Hitler veut envahir l'Angleterre et la Luftwaffe de Göring doit prendre le contrôle de l'espace aérien et bombarder l'île. Göring pense que ces avions peuvent détruire la Royal Air Force en 5 semaines. Visite d'une base aérienne en France lors de l'été 1940, avec Bruno Lurzer, ancien camarade de la Grande Guerre et général de l'aviation, à gauche de Göring. Ils se connaissent depuis septembre 1914. Les récits de batailles aériennes de Lurzer avaient alors poussé Göring vers la Luftwaffe. En 1940, Göring déclare que Lurzer est son général le plus fainéant. Mais il le laisse tranquille car, comme il dit, « J'ai besoin de quelqu'un pour boire une bouteille de rouge avec moi le soir ». La bataille d'Angleterre sera sa première grande défaite. La Royal Air Force est l'égale de la Luftwaffe. Les Spitfire anglais infligent de lourdes pertes. Fin septembre 1940, les plans d'invasion sont temporairement mis de côté. Le commandant en chef de la Luftwaffe se retire de la scène publique. D'octobre 1940 à janvier 1941, Göring est en vacances sur les lacs de Carinal. Même au pinacle de la lutte aérienne, il ne renonce pas à aller chasser en Prusse orientale, car entre-temps, il est devenu Reichsjägermeister, le chef de la chasse du Reich. Les erreurs de structure et de planification dans la Luftwaffe sont flagrantes, mais Göring accuse les autres. Il se trouve au milieu d'une guerre qu'il n'a pas voulu, mais qu'il mène quand même, avec toutes ses conséquences. Le 22 juin 1941, avec l'attaque sur l'Union soviétique, la guerre d'anéantissement, exigée par Hitler, commence. Göring est bien au courant des exécutions de civils derrière la ligne de front. Au printemps 1941, il charge Reinhard Heydrich, chef de la sécurité du Reich, d'établir une série de directives destinées aux troupes, désignant les personnes à fusiller, principalement des responsables politiques et des juifs. Des millions de prisonniers soviétiques perdent la vie dans cette guerre. À Berlin, la capitale, Göring, en tant que second Hitler, dispose d'un pouvoir presque absolu. En juillet 1941, la victoire sur l'Union soviétique semble à portée de main. Göring accorde plus de pouvoir à Reinhard Heydrich, dont les troupes spéciales tuent des milliers de personnes par jour sur le front de l'Est. Göring charge Heydrich de mettre en place la « solution finale » de la question juive, dans les zones d'influence allemande d'Europe. Partout en Allemagne, les déportations commencent. Ces enregistrements privés montrent les 293 derniers juifs de Dresde, embarqués dans un train au début du mois de mars 1942. Ils se dirigent vers la rampe du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Seuls 10 d'entre eux auraient survécu. La signature de Göring est un pas de plus vers le meurtre organisé. Mais officiellement, il ne veut rien avoir à faire avec ces crimes. La Luftwaffe n'est pas préparée à cette guerre. Son système de défense est chaotique.
Même l'ingénieur Willy Messerschmitt ne peut résoudre le problème principal, il n'y a pas assez d'avions, ni de moteurs assez puissants. Outre les soldats, ces planeurs transportent du matériel militaire léger, et ils ont joué un rôle important dans la bataille de Crète. Les nouveaux progrès technologiques arrivent trop tard ou ne sont d'aucune utilité. Ernst Udet est responsable du désastre de la défense. Il s'effondre sous le poids des responsabilités et met fin à ses jours. Des décisions préliminaires sont prises sur le front de l'Est. L'attaque sur Moscou échoue. Une armée entière tombe à Stalingrad. Göring avait promis de livrer 500 tonnes de matériel chaque jour, par les airs. Les troupes encerclées n'en reçoivent qu'une fraction. Ses relations avec Hitler sont au plus bas. Nuit après nuit, les villes allemandes subissent les attaques dévastatrices des bombardiers anglais. Si un avion ennemi atteint le Reich, j'en mangerai mon chapeau, dit Göring. Sa Luftwaffe est impuissante. Les unités antiaériennes ne peuvent qu'endiguer le flux des bombardiers, pas l'arrêter. Göring est aussi responsable de la défense antiaérienne. Il est aux commandes de la Ligue de protection aérienne du Reich et de ses millions de membres. Enregistrement privé de mars 1943. Des unités de défense antiaérienne effectuent un exercice d'urgence dans le centre de Berlin. Leur plus grand souci concerne les attaques au gaz. Les jeunes et les adultes portent le masque à gaz dit « du peuple ». Ils pensent être bien équipés pour faire face aux attaques à venir. C'est sans compter sur la puissance dévastatrice des explosifs brisants et des bombes incendiaires. Comme à Hambourg, en juillet 1943. Une tempête de feu dans les rues, qui détruit une grande partie de la ville hanséatique. Les températures atteignent les 1000 degrés. Plus de 40 000 personnes meurent. Comment Göring réagira-t-il à cette catastrophe? Il semble imperturbable, léthargique. Il ne prend aucune décision. Il distribue des médailles, tout au plus. Sa Luftwaffe ne peut arrêter les attaques des Alliés. Les innovations techniques, comme les radars aéroportés ou les Z Liechtenstein, profitent, à court terme, aux forces aériennes. Mais les Anglais parviennent à déjouer leurs attaques, en aveuglant les radars avec du papier d'aluminium. Ce fut un facteur crucial, dans l'attaque de Hambourg. Les attaques visent également la population civile, afin de démoraliser celle-ci. L'Allemagne sous les bombes. Des images non censurées. Jamais montrées dans la presse filmée de l'époque. La suprématie aérienne sur le front de l'Est est perdue depuis longtemps, tandis que Göring reçoit à Carinal et montre ses dernières acquisitions artistiques. Le commandant en chef ne veut pas voir ce genre d'image. Il s'est éloigné de ses troupes. La chasse l'intéresse plus que tout. Et sur sa caméra, il enregistre ce qui lui importe plus que les lourdes pertes parmi ses pilotes, ou les villes qui tombent.
dessert, sur son terrain de chasse privé. Depuis le printemps 1944, l'aviation américaine contrôle l'espace aérien allemand. Les chasseurs de Göring ne peuvent presque rien contre cette force supérieure. Ils manquent de tout, de moteurs, d'essence, de pilotes, et surtout de décisions claires de leurs supérieurs. Les bombardements sont plus destructeurs que jamais. Jusqu'alors, le Berghof d'Hitler est resté intact. Le chef de guerre est outré par l'échec de la Luftwaffe et par les vaines promesses de son successeur désigné. En mai 1944, les forces américaines bombardent l'industrie pétrolière. Le pilier de l'industrie de guerre allemande est brisé. Les voies de transport sont systématiquement détruites. Lorsque les Alliés débarquent en Normandie le 6 juin 1944, la Luftwaffe allemande est impuissante. Elle a été vaincue. L'ampleur des pertes est catastrophique. Rien qu'en novembre 1944, 404 avions de chasse sont perdus et 244 pilotes tués. Une sorte d'arme miracle pourrait faire tourner le vent. Le seul et unique espoir de dominer les cieux à nouveau réside dans le jet à réaction M262. 1400 de ces chasseurs sont livrés à l'armée de l'air, mais plus de 200 resteront au sol. Mais même une armada de jets n'aurait pas suffi, face à la puissance supérieure d'une flotte de bombardiers. Adolf Galland, général de la Luftwaffe, est connu pour son franc-parler. À plusieurs reprises, il souligne la désolante infériorité des armes allemandes. Mais Göring ne tolère aucune critique. Galland tombe en disgrâce. Il deviendra le bouc émissaire responsable de l'effondrement de la Luftwaffe. Fin janvier, le général de la Luftwaffe est remplacé. La lutte pour l'espace aérien allemand s'achève. Les pilotes allemands, toujours plus jeunes et moins entraînés, font des missions suicides. À la fin de la guerre, Göring se retire à Berchtesgaden. À Berlin, l'armée rouge se ferait un chemin vers le bunker d'Hitler, au centre de la ville. Dans un message radio, Göring annonce qu'il prendra la tête du gouvernement si Hitler ne donne pas signe de vie. Le commandant en second pense que l'heure de la succession a sonné. Mais à Berlin, Hitler sent venir la trahison et ordonne au SS d'arrêter Göring chez lui. Il est démis de toutes ses fonctions. Alors que l'armée américaine s'approche d'Obersalzberg, les SS emmènent Göring à Mautendorf, en Autriche, dans l'un des châteaux de son enfance. Suite au suicide d'Hitler, il prévoit de négocier avec le général américain Eisenhower. Il croit toujours qu'il ne peut pas être négligé. Le 7 mai 1945, Hermann Göring se constitue volontairement prisonnier américain, croyant à tort que les vainqueurs négocieront avec lui en tant qu'émissaire allemand. Surpris, les soldats s'emparent des armes, des médailles et de la bague en émeraude de l'ancien maréchal. Amy, sa femme, et Eda, sa fille, sont faites prisonnières par les soldats américains. Même prisonnier,
Göring reste immuablement confiant. Il tient une conférence de presse. Se reconnaîtra-t-il coupable? Je ne savais rien de ce qui se passait dans les camps de concentration, dit Göring. C'est l'œuvre de Himmler. En tant que maréchal du Reich, il n'aurait jamais permis de telles atrocités. Pas une trace de remords. Tous les membres de la Luftwaffe de Göring sont désormais prisonniers de guerre. Adolf Galland, bavardant avec les pilotes américains. Le maréchal Kesselring, récemment encore commandant en chef sur le front de l'Ouest. Hans Ulrich Rudel, qui a fait 2350 sorties, plus qu'aucun autre pilote allemand. Hermann Göring semble en effet surpris de figurer sur la liste des criminels de guerre. Un journaliste américain qui couvre la conférence de presse de Göring. Ce grand homme semblait plutôt mal à l'aise. En sueur, il demande au traducteur de préciser qu'à cause d'une querelle, lui, le maréchal du Reich, n'échangeait plus avec le Führer depuis longtemps. Complètement incommunicado, souligne-t-il en agitant le doigt. Veuillez insister sur ce point, c'est important, a-t-il dit. Göring, le plus haut gradé des nazis encore vivants, comparé à Nuremberg. Dans cette ville où se tenaient les congrès du parti, désormais dévastée par les bombardements, les principaux criminels de guerre sont jugés par un tribunal allié. Nuremberg a été ciblé par les attaques aériennes, ce n'est plus qu'un champ de ruines. Mais le seul bâtiment qui en a réchappé est le tribunal, où se sont déroulés les procès des plus gros criminels de guerre. Les prisonniers attendent dans ces cellules. L'homme que les Alliés appellent le nazi numéro 1 est lui aussi surveillé jour et nuit. Göring, qui récemment encore avalait des dizaines de pilules, n'en prend plus et suit un régime. Le 25 novembre 1945, Göring entre dans la salle d'audience. Pour la première fois de l'histoire, des hommes politiques et des militaires doivent répondre de leurs crimes devant un tribunal. Les torts, que nous cherchons à condamner et punir, ont été si calculés, si pernicieux, et si dévastateurs, que la civilisation ne peut tolérer qu'ils soient ignorés, parce qu'elle ne peut survivre à leur récidive. Göring s'attend à la peine de mort. Il n'éprouve aucun remords. Celui qui égalait presque Hitler en puissance, prétend n'avoir rien su de ces millions de crimes. Je n'ai jamais été d'accord avec l'idée qu'une race puisse être considérée comme la race dominante sur toutes les autres. Au contraire, j'ai toujours souligné les différences entre les races. Lors du contre-interrogatoire, le procureur général américain Robert Jackson tente de coincer l'accusé, mais avec Göring, ça ne mène nulle part. C'est exact, n'est-ce pas? Je vous ai déjà répondu très clairement, mais ces explications font partie de ce qui a déjà été dit. Votre avocat y veillera. Verbeux et sûr de lui, Göring épate une dernière fois la galerie et accuse les Alliés d'avoir commis les mêmes crimes que les nazis. Son but est de laisser une image positive de lui-même dans la postérité. Mais le poids des preuves est accablant. Les procureurs soviétiques montrent un film qui dissipe tous les doutes. Auschwitz. Le plus effroyable des crimes contre l'humanité. C'est Göring, entre autres,
qui en est responsable? Il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à mort. Jusqu'à la fin, il ne manifeste aucun remords. Mais toutes ces choses étaient nécessaires, si j'ai bien compris, pour protéger. Oui, c'était nécessaire dans la situation où nous nous trouvions. Le jugement ne m'a nullement affecté, déclare Göring au psychologue judiciaire américain. L'exécution est prévue pour le 16 octobre 1946. Dans un dernier coup d'éclat, il écrit une lettre au gardien de prison. Lorsqu'il a été conduit en prison, il avait en sa possession 3 capsules de poison. J'ai mis la première dans mes habits pour qu'on la trouve en me fouillant. La seconde était si bien cachée dans ma cellule qu'elle n'a pas été trouvée, malgré des fouilles fréquentes et minutieuses. Je l'avais sur moi, dans mes bottes, lors des audiences. La troisième capsule était dans ma petite trousse de toilette, dans un pot rond de crème de soie. Elle était tout à fait impossible à trouver. Cette capsule de poison caché était l'ultime secret de Göring. Un autre secret est découvert à Berchtesgaden peu après la fin de la guerre. Les troupes américaines trouvent la maison de campagne de Göring, non loin des ruines du Berghof d'Hitler. Le guide de montagne de Göring fraternise avec un soldat et lui donne en souvenir des pellicules venant de la propriété de Göring. Elles ont croupi des années dans une cave aux États-Unis, avant d'être retrouvées et soigneusement restaurées. Les films privés de Göring montrent des scènes clés de la vie du plus puissant homme dans la dictature nazie, après Hitler. Le plus proche confident d'Hitler. Le visage jovial du régime. Un homme aux multiples visages. Il fait dynamiter Carinal, son imposante demeure située près de Berlin, vers la fin de la guerre. Avant cela, les œuvres d'art sont mises en sécurité, puis confisquées par l'armée américaine. Les troupes de déblaiement tentent d'effacer l'histoire. Mais il en restera toujours une trace.